Madame, Monsieur, bonsoir. Dossier du Sahara au menu de questions d'actu ce soir. Et c'est d'actualité puisque le sujet fait l'objet d'une série de réunions au siège des Nations Unies tout au long de ce mois d'octobre. Rien de nouveau dans l'agenda classique de l'ONU. Mais la nouveauté, ce sont ces nouveaux revers qu'essuient les ennemis de la cause nationale. D'abord l'Algérie qui a figuré une nouvelle fois dans un document officiel onusien sur le Sahara, nommément le dernier rapport du secrétaire général Antonio Guterres et qui appelle Alger à se joindre aux tables rondes de négociation, seul cadre pour le processus politique exclusivement onusien. L'Algérie a d'ailleurs été citée pas moins de 30 fois dans ce rapport, dans le sillage de la résolution 2602 adoptée fin octobre 2021. Donc, de fait, plus qu'un appel, c'est un rappel à se plier aux dispositions de cette résolution où l'Algérie a été citée, rappelons-le, à 5 reprises. Ce qui consacre de facto son rôle de partie prenante dans ce conflit artificiel sur le Sahara. Autre actualité, en prévision de l'adoption fin octobre courant d'une résolution prorogeant entre autres le mandat de la MINURSO. Et selon des sources diplomatiques à New York, eh bien, les membres du Conseil de sécurité ont tenu lundi des consultations à huis clos suite à un briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara ainsi que du chef de la MINURSO. Et à ce propos, en parlant de MINURSO, dans son rapport sur le Sahara, Antonio Guterres a dénoncé les entraves des milices du Polisario au travail de la MINURSO. Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons également analyser les faits d'actualité en perspective de la réunion du Conseil de sécurité prévue la semaine prochaine, et ce en compagnie des experts présents ce soir avec nous sur le plateau. Bonsoir, professeur Mostafa Sahimi. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci à vous. Et en face, un plaisir renouvelé d'accueillir également colonel Hassan Saoud, notre expert en sécurité et en affaires de stratégie. Il sera question de questions stratégiques dans cette émission. Bonsoir colonel Saoud. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et j'ai également le plaisir d'accueillir cette fois par Skype depuis Paris mon confrère Jérôme Bénard, journaliste et également pétitionnaire français qui a assisté et qui a également participé à cette 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était un peu plus d'une semaine à New York. Bonsoir Jérôme Bénard. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors nous allons revenir. Merci à vous d'être avec nous. Alors nous allons revenir à cette 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, mais avant, nous allons parler de cette, d'abord, réunion à huis clos, ces consultations à huis clos. Professeur Sahimi, consultation à huis clos au sein du Conseil de sécurité, c'était le lundi dernier, bien sûr. À huis clos, on n'a pas vraiment idée de ce qui a été discuté dans le détail, mais en tout cas, c'était autour de la question du Sahara. Dans quel contexte interviennent ces consultations, professeur Sahimi? D'abord, ce n'est pas un huis clos totalement fermé. Il y a des informations qui circulent dans les couloirs entre les uns et les autres, donc on arrive toujours à savoir à peu près ce qui se dit. Premier point. Deuxième point, l'agenda est intéressant. Il y a le rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est daté, qui a été présenté le 16 octobre, c'est-à-dire dimanche, et rendu public donc le lendemain, le 17 octobre, un rapport d'une vingtaine de pages, sur lequel on va y revenir évidemment, et il y a une dizaine de jours avant d'arriver à l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité, parce qu'il faut bien une résolution parce que ne serait-ce que pour proroger le mandat de la MINURSO. Donc là, il y a un délai butoir qui est important. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ces 10 jours? C'est des contacts. C'est des contacts. Le Conseil de sécurité va entendre de manière informelle l'émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, qui a fait 3 visites dans la région. Il va également entendre le chef de la MINURSO, le russe Alexander Ivanko, qui vont faire état de certain nombre de points factuels. Et nous en sommes là. Alors, je reviens à votre question. Évidemment, c'est une situation qui, sur la base du rapport qui a été établi par le secrétaire général, atteste de l'échec et des revers diplomatiques de l'Algérie. Je vais plus loin. Il ne peut y avoir qu'échec et revers diplomatiques de l'Algérie
parce qu'elle s'est enferrée dans une équation d'enfermement et dans une impasse totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la dernière, l'avant-dernière. La dernière, c'est la 2602 du 29 octobre 2021, qui fixe un cadre de négociation, des paramètres et un format. Il se trouve que depuis un an, l'Algérie dit « non, je récuse tout ce processus-là » en invoquant quoi ? En invoquant des arguments tout à fait surprenants qui prêtent à sourire. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, dit ceci, dit c'est un format contre-productif, c'est un format de négociation donc obsolète, et c'est un format qui fait de la question un conflit régional. C'est une totale contradiction. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut le rappeler à nos téléspectateurs, ce même ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, il a présidé la délégation algérienne à la deuxième table ronde en mars 2019 en Suisse. Son prédécesseur à la tête du département des affaires étrangères en Algérie, Abdelkader Msahel, avait présidé lui aussi la délégation algérienne en décembre 2018 à Genève. Donc nous sommes face à une diplomatie tout à fait incohérente, qui va dans tous les sens, qui n'est pas maîtrisée. Ils soutiennent maintenant que c'est un format mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils ne proposent rien du tout. Et quand il dit que ça réduit, le format réduit le dossier à un conflit régional, il a raison sur un point. C'est un conflit régional artificiel. Tout à fait. Tout à fait. Alors, autre point aussi dont il faut tenir compte, l'état du dossier aujourd'hui en octobre 2022. C'est intéressant de rappeler ce qu'il y a eu depuis un an. Il y a eu quoi ? Il y a une dynamique nouvelle de la diplomatie marocaine. Il y a eu une trentaine de consulats généraux aujourd'hui à Dakhla, 18 et 12 à Laayoune. Il y a les avancées de la question nationale au plan international. J'ajoute et notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et notre ambassadeur à New York, Omar Hillel, répètent qu'aujourd'hui, plus de 90 pays membres des Nations Unies adoptent et soutiennent le plan d'autonomie. Donc il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution que ceci. Enfin, dernier point, ce que dit le rapport du secrétaire général, il dit il faut qu'il y ait une réunion de toutes les parties pour avancer dans la recherche d'une solution politique. Ouais. Et il ajoute qu'il y a un rôle essentiel des États voisins pour la recherche d'une solution politique. L'Algérie dit maintenant nous sommes un État voisin, mais un État voisin inquiet. Pas du tout, elle est partie prenante. Elle est partie prenante dans ce processus-là. Pourquoi ? Il faut le rappeler. Qui, depuis 1974-75, accueille, arme, finance, soutient diplomatiquement la cause séparatiste ? C'est l'Algérie. C'est l'Algérie, absolument. Donc elle est totalement partie prenante. Alors, justement, l'Algérie qui a été interpellée par vous, Jérôme Bénard, à l'occasion donc devant cette 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. D'abord, donc vous êtes pétitionnaire, si vous pouvez d'abord nous rapprocher davantage du contexte dans lequel vous avez participé à ces réunions. Alors, moi, je suis venu notamment pour témoigner de la forte participation des provinces du Sud marocaines, donc des provinces sahariennes, l'année dernière, lors des dernières élections générales et locales marocaines, et pour témoigner en fait de la réalité démocratique des provinces du Sud qui aujourd'hui adhèrent au fonctionnement des institutions marocaines. Donc, cela prouve bien la caducité du débat sur le référendum, puisque l'adhésion est déjà prouvée par cette forte participation. Je rappelle que je crois que les chiffres sont montés jusqu'à 66%. Absolument, c'est les chiffres les plus élevés du Royaume, absolument. Voilà. Donc, je crois que cette participation a convaincu pour une large part les experts de l'ONU ces derniers mois du fait qu'aujourd'hui, la stratégie d'autonomie proposée comme solution par le Maroc, dans le respect de sa souveraineté pleine et entière sur l'ensemble de son territoire historique, fait que
on a enfin avancé. Ensuite, l'expression des pétitionnaires est devenue un peu ubuesque quand nous avons vu débarquer une trentaine de pétitionnaires venus des îles Canaries, tous proches de Podemos et de l'extrême gauche indépendantiste locale, venir non pas parler de la question saharienne, mais venir apporter leur grief contre le gouvernement central socialiste de Madrid. Donc nous avons assisté à un règlement de compte politique de la gauche espagnole contre son propre gouvernement socialiste. Et nous avions l'impression que, lâchés par la plupart de leurs soutiens, le Polisario et l'Algérie n'avaient plus qu'à se rallier à ces jusqu'au-boutistes canariens. Et de mémoire de pétitionnaires et de mémoire d'humanitaires, d'associatifs qui participent à ces débats depuis parfois 15 ou 20 ans, on n'avait jamais vu des discours aussi décalés sur le sujet. Très bien. Alors, et vous avez insisté aussi sur un point, parce que cela a été évoqué dans le rapport du secrétaire général. Nous allons bien sûr analyser les points essentiels de ce rapport, mais l'implication et plutôt, je dirais, la responsabilisation du régime d'Alger dans ce différend régional. Donc aujourd'hui, c'est clairement écrit noir sur blanc, d'abord dans la toute dernière résolution, mais ce n'était pas la seule où l'Algérie est citée, dans ce rapport du secrétaire général de l'ONU, et puis c'est un point sur lequel eh bien, les discussions ont également tourné lors de cette 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Tout à fait. Alors sur deux axes. Un, qui est effectivement que aujourd'hui, mais c'était déjà le cas hier, mais aujourd'hui tout le monde s'aperçoit bien que le Polisario, si vous retirez l'aide d'Alger, ne représente plus rien, si ce n'est ceux qui adhèrent encore à son idéologie qui date quand même de la guerre froide. On est 30 ans après la fin de la guerre froide. On est 47 ans après la décolonisation du Sahara. Et la deuxième partie des débats a porté sur le désastre humanitaire que représentent les camps de Tindouf et le fait que l'Algérie tolère des comportements qui sont contraires aux droits de l'homme sur son propre territoire en abandonnant la gestion de ces camps à un parti politique décrédibilisé qui s'appelle le Polisario. Très bien. Colonel Saoud, parlons de terrain à présent. Donc, dans ce rapport, attaquons le rapport dans son contenu. Dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU pointe du doigt le Polisario par rapport à ses tentatives de freiner le travail d'une entité onusienne qui est la MINURSO. Tout à fait. Ce rapport qui a une architecture normale de tous les ans, mais qui traite évidemment le volet militaire et le volet politique, etc. Sur le plan des volets militaires, le rapport affirme qu'il y a une reprise des hostilités de basse intensité. Oui. De basse intensité, ça tord le cou à toutes les affirmations et à tous les bilans présentés par le Polisario qui a... Et les vidéos, les fake news, bon, ils se sont lâchés en réalisation hollywoodienne. Et donc, depuis 2021, il y a vraiment de la basse intensité. Deuxièmement, le rapport parle des activités de la mission onusienne, des contacts. Il faut comparer, parce que le rapport compare quand même les postures des uns et des autres. Pour ce qui est de nos forces armées royales, le rapport cite des réunions avec l'état-major de la zone sud, 3 visites à Agadir, décembre 2021, janvier et février 2022, les visites dans les secteurs concernés, Dakhla, l'Ayoun, etc. Donc, une porte ouverte à la mission. Et puis, évidemment, il parle de la situation sécuritaire depuis la dernière résolution, c'est-à-dire octobre jusqu'à maintenant. Et il parle évidemment de certains bilans qui sont toutes
et on a constaté qu'il y a quand même de la transparence côté marocain. Quand on parle évidemment de tout ce qui est rupture unilatérale du cessez-le-feu et la transgression de la zone démilitarisée, on pointe évidemment le Polisario avec l'Algérie derrière. Et on a cité un événement particulier durant l'année écoulée, c'est les 2 camions immatriculés en Algérie et qui ont été touchés, dit le rapport, par des munitions solaires. Sauf que on n'a pas trouvé les conducteurs. Oui. Et donc, ils n'ont pas pu avoir accès à l'information parce qu'on sait que c'est des véhicules algériens, certainement conduits par des Algériens et que l'Algérie veut cacher. Et surtout qu'ils n'avaient rien à faire dans la zone où ils ont été retrouvés. C'est une zone démilitarisée qui a un statut particulier et donc une zone où il ne faut pas circuler. Deuxièmement, le Maroc parle, et une fois que le statut de zone démilitarisée parle d'une posture de légitime défense, avec l'emploi des moyens nécessaires et appropriés pour lutter contre toutes ces transgressions. Donc le Maroc a joué de la transparence. Et avant-dernier point, évidemment, il y a un rapport sur cette commission anti-mine qui pointe évidemment toute l'imperméabilité du Polisario concernant les mines et qui stipule évidemment dans un article que le Maroc a donné un rapport concernant toutes les destructions des mines qui sont importantes avec un bilan. Donc nous voilà dans une situation militaire et des bilans. Le bilan, le rapport parle du chef de la 4e zone, soi-disant militaire de Polisario. Or, il y a des chiffres noirs. Et au vu de toutes les cérémonies funèbres à Tindouf et de toutes les fuites qu'il y a eu plus de 5 dirigeants militaires Polisario qui ont été éliminés durant cette période. Donc, on a beau cacher, sauf que, évidemment, le rapport ne va pas très loin parce qu'il se contente de ce qu'on lui dit. Mais justement, de ce qu'on lui dit, mais alors, comment aujourd'hui les milices entravent le travail de la MINURSO concrètement sur le terrain, mon colonel? D'abord, c'est le non-accès à l'information. Très bien. Ensuite, dans le territoire, ils ont fait plus une vingtaine de contacts à Rabouni et qui n'ont pas pu voir quiconque comme représentant de Polisario. Donc, on s'obstine à faire des fake news concernant leur activité militaire qui, somme toute, ne sont que des harcèlements sans effet. Et les forces armées royales ont signalé 641 actes de harcèlement sans importance au moment où le Polisario parle de 1102, oui, avec une précision électronique. Ça vous donne un peu l'idée de la perte de sérénité de ce mouvement et évidemment de certains bilans farfelus qui ne représentent pas la réalité. Et la mission des Nations Unies sait pertinemment que les bilans sont faux et que les opérations qu'on prétend faire ne sont que c'est de l'oral qui n'a aucune signification. Et le rapport épingle toute l'entrave du Polisario concernant l'accès des représentants de la mission des Nations Unies concernant le territoire et évidemment tout ce qui est bouclage de Tindouf où on a affaire à des séquestrés et pas à des réfugiés comme ils prétendent être. Absolument. Oui, bien sûr, professeur Srimi, aussi, vous avez parlé tout à l'heure de revers diplomatique pour qu'on en parle. Sur cette question militaire, peut-être d'autres éléments complémentaires. Les entraves, c'est aussi les difficultés mises par les mouvements séparatistes au déploiement normal de la MINURSO dans les zones qui relèvent sa responsabilité. Il y a eu un certain nombre d'entraves, ils ne permettent pas de se déplacer, ils ne répondent pas, etc. Il y a ça.
Il y a également des entraves quant aux moyens de communication et de contact. Ils ne répondent pas, alors que la MINURSO a besoin de contact pour voir ce qu'il en est, etc. J'ajoute ceci, c'est d'un côté la gestion de la propagande séparatiste. Ils sont à 1100 communiqués de guerre, 1102. Et c'est intéressant, c'est-à-dire si on prenait ça au pied de la lettre, ça au pied voudrait du chiffre, dire, hein, j'ai envie de dire aussi. Oui, ça voudrait dire que dans les provinces sahariennes récupérées, il y a une situation à feu et à sang, s'apparentant à ce qui se passe en Donbass, ailleurs, etc., pour citer. Or, ça relève toujours de la propagande, et ce sont des chiffres fantasmagoriques. C'est des illusions, ça relève de l'hallucination et de la fantasmagorie, et c'est pour ça que ça doit être dit. Dernier élément sur cet aspect militaire, voilà un mouvement séparatiste qui se trouve dans une situation particulière. Depuis un an, il rejette le cessez-le-feu de septembre 91, qui a été conclu donc sous l'égide du Conseil de sécurité. Donc, évidemment, l'Algérie, elle, rejette le processus de paix, parce qu'elle n'est pas partie prenante dans le cessez-le-feu. Mais lui, il dit cessez-le-feu, et donc c'est la grande crainte formulée par Antonio Guterres qui dit « Je suis préoccupé par cette situation-là, alors qu'est-ce qu'ils veulent finalement ?» Ils ne respectent pas le cessez-le-feu et ils disent qu'ils continuent à le violer avec 1102 attaques armées avec guillemets depuis un an. 2, ils ne veulent pas le format de la table ronde. 3, ils bloquent le processus de travail normal de la MINURSO. C'est un mouvement qui n'a pas de raison d'être, indépendamment des aspects diplomatiques, etc. C'est une nuisance. C'est une nuisance. On a le sentiment d'avoir des milices armées installées qui font du trafic, dont les connexions avec les mouvements djihadistes, terroristes sont connues. On va sûrement y revenir. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que personne ne sait comment prendre ça. J'ajoute la responsabilité de l'Algérie. Elle est sur un autre plan. Voilà, ça a été dit d'ailleurs par notre ami journaliste à Paris, j'y reviens. Voilà un pays qui a des pouvoirs de souveraineté sur son territoire national, en l'occurrence l'Algérie, et qui a délégué une partie de son pouvoir régalien, le pouvoir de souveraineté, à une entité fantoche qui est installée à Tindouf et dans les camps de Tindouf. C'est une atteinte majeure au respect du droit international et des principes de la souveraineté des États. Il y a également un autre point qu'il faut relever, on ne le dira jamais assez. Le secrétaire général de l'ONU le dit, c'est la 7e année consécutive qu'il est demandé par le HCR, le Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, à l'Algérie, d'identifier les réfugiés. Ça, c'est une contrainte des instruments internationaux, notamment de la Convention de Genève. Eh bien, ça fait 7 ans, pour la 7e fois, que l'Algérie refuse de procéder à l'identification. C'est-à-dire, il y a des réfugiés, mais ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent de quel pays? Tout ça. Alors, pourquoi il y a ce blocage? On l'a déjà dit. C'est parce qu'il y a un écosystème mafieux, de criminalité, d'immigration clandestine, etc., qui fait l'affaire de tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Le HCR, malgré le niet qu'il reçoit d'Alger pour ce qui est d'identification, continue à financer des aides sociales et pour les femmes, et les enseignantes, etc., et pour les enfants. Il donne un millier de femmes des subventions, des aides mensuelles. Il donne à 40 000 enfants dans les camps de Tindouf du matériel scolaire, du matériel informatique. Sérieusement. Qui peut croire qu'il y a 40 000 enfants dans les camps de Tindouf? L'ensemble de la population fait 40 000, et identifiés comme Sahraouis. Les autres, c'est des réfugiés, on en a déjà parlé, etc. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation tout à fait incohérente. Le HCR n'arrive pas à faire valoir ses demandes pour l'identification, et en même temps, le HCR continue à financer
des achats scolaires matériels informatiques pour 40 000 enfants et financer 1 millier de femmes. Donc tout ça doit être mis sur la table. Et je crois mais c'est déjà mis sur ce rapport du secrétaire général de l'ONU. Oui, mais il y a le reste. Il faut que la communauté internationale prenne en charge ce dossier de l'identification, parce que c'est là où la responsabilité de l'Algérie va être de nouveau établie de manière supplémentaire et renforcée. Alors justement, c'est sur cette question de la responsabilité de l'Algérie. Alors déjà, dans le différend régional, c'est établi. Qu'en est-il de sa responsabilité dans la dégradation des droits de l'homme et de la situation, des conditions de vie dans les camps de la honte, Jérôme Bénard? Il va mise en cause de deux façons. C'est-à-dire, premièrement, dans le fait même, on l'a déjà dit, d'aliéner une partie de sa souveraineté à un parti politique qui ne relève pas de sa vie politique, justement, et d'autre part, sa responsabilité est mise en cause dans la mesure où on peut penser qu'une partie des réfugiés des camps de Tindouf sont, d'une certaine façon, séquestrés et ne peuvent pas trancher librement entre ceux qui peut-être souhaiteraient revenir au Maroc, ceux qui aimeraient peut-être poursuivre une vie ailleurs. Ils sont maintenus dans cet état de réfugiés depuis près de 50 ans. Et là aussi, sa responsabilité d'État souverain peut être tout à fait mise en cause. Oui. Alors, il y a autre chose sur cette question-là. Bien sûr, quand on parle de l'implication de l'Algérie dans cette résolution qui a été votée en octobre 2021, adoptée donc par le Conseil de sécurité, il y a eu ces réunions, cette 4e commission, donc où vous avez vous-même soulevé ce point. Quels sont aujourd'hui quel choix reste à Alger pour continuer à faire la sourde oreille et l'autruche par rapport à ces faits vraiment avérés, que ce soit par le Conseil de sécurité, par le secrétaire général de l'ONU, par la société civile que vous-même vous représentez, Jérôme Bénard. Jusqu'à quand vous pensez qu'on peut maintenir cette politique de l'autruche? En fait, on peut espérer que des pressions internationales, des échanges internationaux fassent reculer l'Algérie. Mais le vrai problème, c'est que l'affaire du Sahara et du Polisario est devenue pour l'Algérie un des piliers de son discours politique intérieur, avec ses revendications, tout comme ses revendications sur les questions coloniales avec la France, ou comme sa difficulté à accepter l'existence d'un État israélien. Et on pourrait rajouter encore, bien entendu, le problème de la question kabyle et la question berbère en Algérie. Donc il y a 3 ou 4 points fondamentaux qui permettent au FLN, parti au pouvoir depuis 1962 en Algérie, de continuer à essayer d'avoir l'assentiment populaire en Algérie. Donc, la vraie question est quand est-ce que l'Algérie acceptera aussi de regarder en face ses propres turpitudes et de se dire qu'on ne gouverne pas un pays avec de la propagande, on le gouverne avec des actes responsables qui permettent déjà d'administrer correctement son propre territoire, mais ensuite aussi d'accéder à un dialogue régional avec les puissances voisines. Et on voit bien que le monde entier aujourd'hui, ou presque, considère que ce conflit régional doit cesser et que le meilleur moyen de le faire est que toutes les parties en présence reconnaissent le plan d'autonomie proposé depuis 15 ans par le pouvoir marocain. Tout à fait. Oui, colonel Saoud, quelque chose à ajouter? Parce que je vous interpellais sur quelque chose, sur justement l'armement du Polisario. Mais je vous laisse peut-être commenter ce qui a été évoqué par Bénard. C'est un secret de polichinelle que tout l'armement du Polisario est algérien depuis que la Libye a cessé de le faire. Donc,
elle arme, elle encadre, elle défend diplomatiquement. Donc, elle est partie concernée à 100%. Je voudrais ajouter justement sur ce rapport-là 3 faits importants. C'est les enfants soldats. Malheureusement, le rapport ne fait allusion à ce problème-là que par la réaction algérienne qui dénonce, qui dit qu'il n'y a pas d'enfants soldats à Tindouf, alors qu'ils ont défilé devant le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU. Même sur des photos qui ont été prises lors de sa visite dans les camps. Et viralisées et qui continuent à tourner. Et donc, c'est un fait important. Et on l'a mis dans un petit article 83 comme dénonçant une dénonciation de la part de l'Algérie. C'est vraiment... alors que le représentant personnel a vu ça lui-même du visu. Sur le plan... pour revenir aussi au rapport, le rapport fait état de 3 discours de Sa Majesté. Le 6 novembre 2021, le 30 juillet 2022 et le 20 août 2022. Et où le problème de nos provinces sahariennes a été éclairci. Et dans le dernier, évidemment, parle de prisme par lequel nos relations avec les partenaires doivent être vues et demande à quitter cette zone grise de l'ambiguïté. Voilà. Il parle également de projet, même s'il a parlé uniquement d'une unité de dessalement, ce qui est quand même en dessous de ce qui se fait compte tenu de tous les investissements qui ont été faits dans nos provinces sahariennes. Donc, ce rapport, comme vous dites tout à l'heure, est vraiment condamne et demande à l'Algérie de revenir aux tables rondes, parce que sans elle, il n'y aura pas de table ronde. Et donc, nous attendrons cette résolution qui certainement va dans le sens de la 2602, si ce n'est pas plus, et que la responsabilité de l'Algérie soit réengagée pour permettre à ce conflit régional, parce qu'il est régional, de revenir à la table des négociations pour les négociations politiques. Alors, vous avez dit régional, colonel Saoud, je vous interromps si vous le permettez. Vous avez dit régional, maintenant il y a d'autres partis qui se greffent à ce conflit parce qu'on justement cherche ces zones grises pour proliférer et pour étendre leur influence. Et c'est des pays qui sont très lointains. Je fais allusion ici à l'Iran. L'Iran qui a permis d'acquérir des drones par le Polisario, par les milices du Polisario, bien sûr avec financement algérien, ce n'est un secret pour personne. Et j'ai envie puisque c'est une émission d'actualité, de rappeler ce rapport du département d'État américain qui met en garde contre des sanctions à l'encontre de toute partie faisant des affaires avec des fabricants iraniens de drones et de missiles balistiques. Donc, qui est pointé du doigt? C'est le financement, c'est les milices, c'est... Le rapport que vous évoquez maintenant fait allusion à la guerre russo-ukrainienne, mais qui est extensible. Mais là, on parle de toutes les parties. C'est-à-dire que ce soit les Russes ou le Hezbollah ou ailleurs, ou les milices du Polisario. C'est l'implication. Vous savez, l'Iran, elle a cette ambition de déstabilisation de toutes les zones, depuis le Proche-Orient jusque dans notre zone. Et il encadre le Polisario, il donne des armes et notre ministre des Affaires étrangères a donné toutes les preuves nécessaires aux Nations Unies et même à l'Iran. Donc il n'y a aucun doute sur le sujet. Maintenant, les drones, ce sont des choses qui restent à vérifier, étant donné que même l'Iran ne confirme pas. Mais c'est à suivre tout de même avec intérêt, vous avez raison de le relever. C'est une dimension bilatérale, Maroc-Algérie évidemment, c'est le nœud de la question, c'est le problème et la solution, mais il y a aussi une mise en perspective de ce dossier national par rapport à des intérêts géostratégiques et à des politiques de puissance. Vous avez fait référence à l'Iran, oui, l'Iran est partie prenante au Maghreb. On l'a vu, c'était le cas en Libye, c'était le cas en Tunisie,
C'est le cas, évidemment, les relations privilégiées entre Téhéran et Alger sur un certain nombre de dossiers, etc. Et on sait qu'il y a un prolongement de cet axe Téhéran-Alger au niveau des camps de Tindouf. Il y a des équipes de formation professionnelle, de financement. L'histoire des drones, évidemment, on ne peut pas le prouver, mais il y a quelque chose qui est fait, etc. Et ça participe, comme l'a dit mon collègue, d'une vision qui est celle de l'Iran, qui se retrouve au Moyen-Orient et ailleurs. Peut-être puis-je enchaîner avec autre chose, si vous le permettez. Le travail, maintenant, va se poursuivre au niveau du Conseil de sécurité. Alors, prochaine réunion, fin du mois. Prochaine réunion, c'est entre le 27 et le 29. Voilà ce que je puis vous dire. Ce qui est intéressant, c'est que la composition actuelle du Conseil de sécurité nous est plus favorable que celle de l'année dernière, parce qu'il y a eu des renouvellements, et notamment notre chère Tunisie sœur, etc., n'est plus membre du Conseil de sécurité. Elle s'était distinguée par un vote d'abstention qui était inacceptable et qui traduisait bien le fait que ce pays maghrébin était sous la coupe de son voisin algérien. Je passe. Donc, dans la configuration actuelle du Conseil de sécurité nous est plus favorable par rapport à 2021, et tant mieux. Il y a une interrogation. Il y a deux interrogations peut-être. La première, c'est le vote de la Russie. Mon hypothèse pour l'instant, c'est qu'il y ait un vote d'abstention de la Russie. Voilà, on verra. En revanche, nous allons suivre avec plus de veille et de vigilance le vote de la France. Évidemment, la France ne peut pas s'abstenir, parce que si tel était le cas, c'est une rupture par rapport à une position diplomatique de la France depuis des décennies. La France ne va pas s'abstenir. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir l'interprétation du vote de la France qui sera faite en Conseil de sécurité. Vous savez que quand on vote au Conseil de sécurité, vous avez la possibilité d'expliquer votre vote, et ça sera intéressant de voir quelle lecture va faire la France de son vote pour la prochaine résolution. Il est bien évident que sur ce plan-là, nous sommes en veille, parce qu'on attend de la France un peu plus que la position traditionnelle du Quai d'Orsay français. C'est-à-dire pas simplement le rappel du soutien du processus onusien, etc. Et nous sommes extrêmement attentifs et sourcilleux à cet égard. Et c'est l'un des éléments d'ailleurs des relations compliquées et plutôt froides, sinon glaciales, entre Paris et Rabat. Donc c'est pour ça que c'est un bon poste d'observation. Et c'est l'occasion pour la France peut-être de donner un signe d'une volonté de réévaluation de sa politique traditionnelle de soutien du processus de paix des Nations Unies et peut-être de monter d'un cran et de se réaligner sur les positions des États-Unis, évidemment, l'Espagne, l'Allemagne et une dizaine de pays européens, etc. Très bien. Alors justement, je vous voyais acquiescer Jérôme Bénard, donc peut-être une réaction, vous, en tant qu'observateur et aussi en tant que Français, sur la position de la France par rapport à ce dossier du Sahara, alors que nous sommes à la veille de cette réunion du Conseil de sécurité sur la question. Je pense, alors je m'exprime en nom personnel, mais je pense que la France a un double intérêt dans le fait, effectivement, de parler un peu plus et d'expliciter un peu plus sa position, comme vient de le dire notre ami. D'abord parce que la France entend parler que l'Europe parle d'une seule voix, et je pense que la position de l'Espagne et de l'Allemagne sur le sujet étant très claire, la France a tout intérêt, dans le cadre des négociations entre l'Union européenne et le Maroc, notamment des discussions commerciales, de parler d'une même voix que ses voisins. Et comme c'est elle qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité, il faudrait aussi, pour être en cohérence avec les déclarations pro-européennes d'Emmanuel Macron et du gouvernement, que la France s'inscrive comme un acteur, comme un porte-parole aussi de la position de ses voisins européens. Voilà. Et l'autre question, c'est que je crois que sur un titre
à titre purement personnel, cette fois-ci, la France, comme puissance, a tout intérêt à ce que la région soit plus sécurisée, alors qu'elle a dû retirer ses troupes, elle a choisi de retirer ses troupes, notamment du Mali. Je pense que le renforcement du poids géopolitique du Maroc dans la région est important pour la France, en termes de sécurité, en termes de contrôle des migrations, en termes de contrôle des différents trafics qui passent trop souvent par la portion du Sahara qui n'est pas actuellement sous le contrôle direct de Rabat. Donc, à la fois pour des questions d'équilibre européen et à la fois pour des questions de sécurité de la rive sud de la Méditerranée, je pense que la France a intérêt à... Voilà. Et si elle ne le fait pas, on peut penser que c'est parce qu'il y aura eu des pressions algériennes dans le cadre de débats actuels et de solutions à trouver pour la réorganisation de la distribution des hydrocarbures du fait de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Est-ce que cette période-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans les couloirs, donc ça c'est le côté diplomatique, notamment aux Nations Unies, mais pas que, il y a aussi les couloirs de l'Union africaine, en tout cas toute institution, on va dire qu'on met le paquet, notamment par les autorités algériennes, pour faire bouger les choses en attente de cette réunion biannuelle du Conseil de sécurité sur la question du Sahara, et plus particulièrement celle qui arrive la semaine prochaine. Mais avant, est-ce que c'est un terrain aussi propice pour peut-être des provocations, des actes de provocation sur le terrain des milices du Polisario pour essayer un peu de mettre le feu aux poudres, littéralement? Oui, je pense que le Polisario, s'il le pouvait, il l'aurait fait. Il y a une surveillance, il y a une vigilance, il y a de la veille. Et tous les mouvements sont connus et les réponses appropriées sont faites. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pour emboîter le pas, ce que disait Jérôme Bénard, le rapport donne un paragraphe important dans le changement de l'attitude espagnole par rapport à nos provinces sahariennes et qui a fait l'objet d'un paragraphe très important. Primo. Deuxièmement, il y a un paragraphe où l'Algérie se dit voisin concerné. Voisin concerné, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi je trouve ça effroyablement éreinté de la part d'un pays qui abrite et il se propose d'être un observateur. Tout à fait. Nous sommes dans un délire diplomatique parce que ce pays-là il est dans la péfométrie diplomatique, si vous voulez, parce qu'il ne sait pas où se donner de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, observateur, dans un problème où vous êtes le premier concerné? C'est la dernière trouvaille. C'est la trouvaille. La dernière trouvaille d'il y a 48 heures. Il y a une semaine, c'était le ministre des Affaires étrangères qui disait « Nous sommes un voisin inquiet ». Les voisins concernés. Oui, maintenant qu'on est concerné, maintenant il dit statut d'observateur, ce qui lui a valu une réplique exceptionnelle de notre ambassadeur à New York. Il a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment un observateur? Mais vous êtes partie prenante depuis près d'un demi-siècle. Vous êtes partie prenante. Maintenant, observateur de quoi? Un mot encore. Sur le commentaire de notre ami à Paris sur la position de la France et sur autre chose. C'est-à-dire que ce qui préoccupe le Maroc, c'est que la France n'est pas au centre des positions européennes. Les positions européennes ont changé avec l'Allemagne, première puissance européenne, et avec l'Espagne. Plus d'autres pays, Pays-Bas, etc., Portugal aussi, qui a une approche positive, tout ça, et d'autres, etc. C'est-à-dire le centre de gravité de la position de l'Union européenne s'est déplacé en faveur du Maroc, alors que jusqu'à maintenant, c'était une position centriste, soutien, processus équilibré, etc. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, qu'est-ce qui va se passer? Un peu de prospective, ça ne coûte rien et on va se tromper, mais ce n'est pas grave. Ou pas. Oui. Il va y avoir le vote de la résolution du Conseil de sécurité. Le mandat de la MINURSO va être reconduit. La résolution va reprendre pour l'essentiel les éléments structurants de la 2602. Peut-elle, c'est-à-dire... Alors, la reprise du processus... le format, la bonne volonté des 4 parties, etc. Et la mise en avant aussi de la paix dans les provinces du sud marocain. C'est ça, tout à fait, avec ce qui se passe. Mais la résolution ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas imposer à un pays comme l'Algérie de participer à un processus de paix. Ça n'est pas ni dans les textes des Nations Unies, ni dans la Charte des Nations Unies, etc. Et politiquement, ce n'est pas faisable non plus, compte tenu d'un élément, il faut le dire, que l'Algérie a retrouvé une nouvelle cotation depuis 2-3 mois par suite du conflit Ukraine-Russie et qu'elle essaie de se repositionner sur le plan diplomatique, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois, elle était complètement isolée. Donc ça, c'est des éléments qui sont à prendre par la communauté internationale. Donc, une résolution, reconduction du mandat de la MINURSO, les mêmes principes étant mieux que ceux de la 2602 d'octobre 2021. Le Maroc attend ça avec sérénité, avec satisfaction, et il ne faut pas espérer, me semble-t-il, de grandes avancées au niveau des Nations Unies de la question nationale. En revanche, le Maroc, il ne va pas rester comme sur un quai de gare ou une station de bus à attendre que le processus onusien avance. Le Maroc se place dans une autre équation maintenant, et ça a été dit par notre ministre des Affaires étrangères, différentes reprises, etc. C'est-à-dire le Maroc maintenant continue à accentuer la dynamique nouvelle qu'il a engagée, les consulats, l'Ayoun, Dakhla, les reconnaissances, le bien fondé à l'international, le soutien international, sans être en attente de processus onusien qui va avancer ou pas. Et ça, c'est une donne majeure dans la pression de la question nationale. Le Maroc sait ce qu'il a à faire, c'est qu'il doit continuer et que le processus onusien avance ou pas. Lui, en tout cas, il se conforme aux principes définis par les différentes résolutions du Conseil de sécurité et continue donc à dynamiser les avancées et à les conforter. Un dernier mot, colonel Saad. Le rapport, justement, parle des avancées diplomatiques engrangées par le Maroc, à savoir les Caraïbes du Nord, le Suriname, le Togo et le Cap-Vert. C'est signalé comme installation de consulat durant la période considérée par le rapport. Dernier point, si vous permettez, le rapport s'inquiète de la montée de la tension algéro-marocaine, mais avec un bout d'optimisme concernant l'assurance des 2 parties, Algérie et Maroc, concernant une désescalade ou un manque d'escalade, alors que le Maroc, par la voix du souverain, a toujours dit qu'aucun mal ne viendrait toucher notre pays voisin et qu'on est prêt à revoir toutes nos relations en mettant tout à plat. Et donc, le côté bellicisme, côté marocain, n'existe pas. Il faut chercher ailleurs. Et les faits en témoignent. Absolument. Dernier mot, Jérôme Benard. Oui, le général de Gaulle disait que l'ONU est un machin. Et effectivement, un machin peut se gripper et malheureusement, on peut, je suis tout à fait d'accord avec le colonel, on peut se dire que le processus ne sera pas terminé tout de suite de façon onusienne. Par contre, les acquis diplomatiques du Maroc de ces derniers mois, de ces dernières années, cette mobilisation autour de son plan pour l'autonomie paraît très bien engagée. Voilà, les nations souveraines sont plus efficaces dans cette reconnaissance que l'ONU, qui a ses vertus, mais qui a parfois aussi ses pesanteurs. Merci beaucoup, Jérôme Benard, d'avoir été avec nous depuis Paris. Et merci à vous également, messieurs Mustapha Sahimi. Merci à Hassan vous. Saoud. Merci à vous. Merci pour l'ensemble de vos éclairages, d'avoir enrichi ce débat ce soir autour de cette question du Sahara. Nous allons bien sûr suivre le dossier avant cette
prochaine réunion du Conseil de sécurité sur la question du Sahara à la fin de la semaine prochaine, donc à la fin de ce mois d'octobre 2022. Merci à tous pour votre fidélité à notre émission Questions d'actu. Très bonne soirée.